Ils sont très nombreux, ces auditeurs qui, après avoir su que tu allais être avec nous aujourd'hui, ont préparé énormément de questions pour en savoir plus pour ce qui te concerne réellement, parce que quand même il faut dire que tu as un style qui non seulement fait le buzz, est également très très aimé par la majorité des jeunes, vu que notre plus grande cible également sont surtout les jeunes. On va essayer de poser certaines de leurs questions durant cet entretien pour qu'ils puissent mieux te connaître et également mieux connaître le style en réalité, si tu permets de le dire ainsi. Alors Raoul Christophe Bia, issu d'une famille de combien d'enfants? Nous sommes 17. Je crois que si je compte africaine. Avec les enfants de dehors, ça fait 17. Puisque je suis d'une famille polygamique. Ouais. Donc, nous sommes 17. Le choix de la communication, précisément du journalisme, c'est depuis longtemps? Ou bien c'était un choix arbitraire? Non, disons que je voulais... Je le serais d'ailleurs. Je voulais être enseignant à la base. Ouais. Enseignant parce que j'ai grandi dans un milieu d'enseignants. Donc, j'ai forcément été influencé par leur façon de faire. Donc, même quand j'allais à l'école, je voulais être enseignant. Ouais. Donc, il se trouve que l'année où j'allais faire le concours l'école normale, je suis tombé malade. et curieusement, je suis tombé malade la veille du concours. Du coup, j'ai été très frustré. Après, j'ai décidé de laisser l'enseignement pour le moment. J'ai dit peut-être au supérieur, mais pour ce qui est du secondaire, je suis plus là. C'est comme ça que j'ai décidé de changer de couloir. Ouais. Et je suis allé me faire former dans des médias. Parce que moi, j'étais à Guaïkélé, à l'université Yaoundé. Je faisais sociologie là-bas. Ouais. Et après, nous sommes issus de familles très modestes. Parce que nous avons d'ailleurs perdu notre papa. Quand il est décédé, moi j'étais encore très jeune. Du coup, il fallait survivre. Et c'est plus facile d'aller dans une université publique qui ne coûte que 50 000 francs. Maintenant, même payer ces 50 000, il fallait le faire. Ouais. Donc du coup, il fallait trouver une formation parallèle pour essayer de s'en sortir. Donc c'est comme ça que je suis allé me former. L'école là n'est même pas là. C'est là au niveau de Omnisport là, au niveau du centre universitaire là. Urban Tube. Comment on appelle ça? Texaco Omnisport. Ouais, c'est là. J'ai fait donc les métiers de l'audiovisuel, caméra, journalisme, tout. Au départ, je voulais vraiment être dans la réalisation, la production des films et trucs comme ça. Et puis on va dire que je suis allé au stade un jour, c'est pas les Lions, c'était un match de Lyon au stade de Omnisport de Yaoundé. Et puis j'ai rencontré un journaliste là-bas qui travaillait à l'époque à Vision 4, qui n'est plus là, Ernest Obama. Ouais. Je l'ai rencontré et puis je suis allé vers lui. Je lui ai dit que j'appréciais ce qu'il faisait et tout. Et puis dans ça, j'étais curieux, il m'a dit « Qu'est-ce que toi tu fais ?» Je lui ai dit que je suis en train de prendre le métier de l'audiovisuel là, j'ai même pas encore fini la formation. Ouais. Mais par ailleurs, je suis étudiant en sociologie 3 à Yaoundé 1. Donc il m'a dit « Ok, dès que tu finis, voici ma carte, tu m'appelles. » C'est comme ça que je n'ai même pas aussi simplement en fait. Non, on était au stade. Ouais. Parce que vous savez, parfois, la manière dont vous abordez les gens, ça peut changer parfois leur réaction. Oui. Vraiment, je suis allé vers lui comme un grand frère, avec toute l'estime, tout le respect, toute l'humilité possible. Et puis, c'est comme ça qu'il m'a dit, dès que tu finis, voici ma carte. Tu m'appelles. Je n'ai pas attendu même de finir. Et puis, puisque j'étais au chômage, j'avais besoin de faire quelque chose. Ouais. Eh bien, je suis arrivé à Vision 4. Je suis allé dans son bureau. Après, il m'a posé la question, mais finalement, tu sais faire quoi? Je dis que je sais toujours manier la caméra, je sais parler au micro. Il dit, mais là, ici, nous, on fait journalisme, monsieur. C'est vrai qu'il y a des caméramans, mais là, je te vois de façon... Je vois que tu peux faire mieux. Néanmoins, comme c'est ça que tu sais faire, on va te laisser, puisque je lui ai dit qu'il me fallait quelque chose quand même pour pouvoir m'en sortir. C'était pas évident. Et c'est comme ça que, il m'a donné ma chance, je suis allé. Après, il m'a dit, je pense que pour plus de formation, pour ton bien, je vais préférer t'orienter d'abord à la radio. À Satellite FM que je disais tout à l'heure. Ouais. Nous sommes là en 2012. Nous sommes en 2012. Et puis... Et c'est comme ça qu'il m'a orienté vers Satellite FM. Je suis allé là-bas. J'ai commencé à regarder les autres faire. Je jouais le coursier.
Je voyais les gens préparer le journal, j'apprenais auprès des gars. Maintenant, j'avais tellement pris goût que j'ai même abandonné, pas vraiment abandonné, mais je n'y allais plus vraiment. À l'université. Oui, à l'université. Pas l'université publique, mais je veux dire là où je me formais, là où j'apprenais un métier. Ouais. Donc en plus, j'ai eu la faiblesse, je ne suis même plus allé payer la pension qui restait. J'ai commencé à apprendre comme ça. Et puis, je me souviens un jour, on avait décidé de faire une formation, mise à niveau des journalistes à l'ambassade des États-Unis. Et puis, M. Enes, au moment à l'époque, il a mis mon nom parce qu'il estimait qu'il avait besoin de formation, de recyclage, tout. Je suis allé là-bas, je me suis formé, je subis un séminaire. Après, il m'a dit un jour, mon petit, je crois que tu dois retourner à l'école quand même. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais là, est-ce que tu me garantis que je peux de temps en temps venir faire quand même un petit truc, un petit job là, je peux m'aller sur le terrain, on me donne un petit truc, me dit, bon, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu retournes à l'école. C'est comme ça que je suis reparti. Pendant que je me formais, j'y allais de temps en temps, surtout le week-end. Et finalement, j'ai fini la formation. Et puisqu'on me connaissait déjà dans la maison, je suis directement allé à Vision 4. J'ai continué à la radio entre 2012 et 2020, je crois. J'ai travaillé, parce que parfois quand je lis sur Internet, les gens qui disent qu'on vient de le prendre à Vision 4, je suis surpris. Donc j'ai été entre 2012 et 2020 à la radio Satellite FM. Je faisais les reportages là-bas. Bon, après, je travaillais là-bas en fait. Et c'est là-bas qu'on m'a recruté, étant à Satellite FM. J'ai travaillé là-bas jusqu'en 2020. Est-ce que sur la base de cela, en fait, tu peux dire que tu dois ta carrière en fait à ce monsieur? Non, j'ai dit que c'est lui qui m'a montré le chemin en fait. Donc disons qu'il m'a donné une chance d'aller quelque part. Et il m'a d'ailleurs expliqué qu'ici, il fallait te battre. Il faut que tu te donnes à fond parce qu'on ne te fera pas de cadeau ici. Mais il faut le reconnaître, c'est lui qui m'a permis d'entrer à Vision 4. C'est lui. Il faut à tout seigneur, tout honneur. Il n'est plus là-bas, mais bon, je le dis, c'est lui. Parce que c'est ça. Et ça surtout, c'est magnifique parce que ton parcours, il est assez atypique. Déjà, sur cette base-là, tu es la preuve vivante qu'on peut aller de rien et atteindre ses objectifs. Maintenant, pour ce qui est du grand reportage, qui est actuellement très très connu et très médiatisé, plus seulement au Cameroun, comment te vient l'idée en fait d'un tel concept? Déjà, pour ceux qui font journalisme à ISTAD, par contre, on leur a appris ce que c'est qu'un reportage. Il faut savoir que le concept avait déjà été donné. Le concept de grand reportage, parce que généralement, moi, je suis dans ce qu'on appelle, pour ceux qui font journalisme, qui nous écoutent, il y a un genre journalistique qu'on appelle le biais. Et c'est dans ça que je faisais, en fait, même quand j'étais à la radio. Maintenant, je vais tourner je crois que j'étais où? Je suis allé tourner un grand reportage à Mbankomo, sur le péage automatique. Et puis, j'arrive, et le rédacteur en chef de l'époque, Bruno Bidjan, il me dit, mais il y a tellement de problèmes dans le truc là que tu ne peux pas prendre ça en 1 minute. Trop de problèmes là-bas. Il faut que tu fasses un truc pour que ce soit même 3 minutes dans ce grand reportage. Vraiment, comme tu as pris les gens du péage, l'ancien péage, en fait, le péage manuel et tout. C'est comme ça qu'il me demande de le faire dans ce sens-là. Et je le produis, il passe au journal de 20h et tout le monde est, on va dire, assez convaincu. Mais ce gars... C'est comme ça que vient l'idée en fait à partir de ce reportage sur le péage automatique. C'était en quelle année cette année? Je parle de 2020. Je vous parle de 2020. Et parce que je vous dis que j'étais à la radio jusqu'en 2020. Effectivement. Alors, comment je fais d'ailleurs pour aller à la télévision? Parce que chez nous, les directions sont assez réparties. Vraiment, quand vous êtes à la radio, vous êtes à la radio. Quand vous êtes à la télé, presse, un peu comme à la CRTV également. D'accord. Alors, il se trouve que on voulait quelqu'un qui devait aller faire le reportage sur la grève des enseignants qui s'annonçait. Et tout le monde avait peur. Parce que bon, il y avait la police, il y avait les gaz lacrymogènes, j'avais peur. Et puis je leur ai dit, si vous n'avez personne, moi je suis là. Ils ont dit, mais gars, tu as appris que je dis, moi je vais y aller. Et finalement, je suis allé et j'ai été arrêté avec les enseignants. Oh là là. Oui. Micro à la main? J'allais faire puisque je suis à la première, on m'a arrêté également avec les enseignants qui manifestaient. On nous a amenés sur le 14e, je ne sais plus où là. C'est là-bas qu'on est allé m'identifier. Bon, on nous a d'abord embarqués tous parce que généralement, quand on embarque d'abord tout le monde et après on va identifier. Ah, vous êtes journaliste, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est comme ça qu'on me libère. Et puis bon,
je m'en vais faire le reportage et je raconte tout ça. Donc, je m'en vais faire le reportage, je raconte que j'ai été arrêté, on m'a amené là-bas. Donc, dans tout le reportage... Avec ce style-là, les rimes, etc. Non, je n'étais pas encore vraiment dans... je vais y aller. Je n'étais pas encore trop dans... Donc, je racontais vraiment tout ce que j'avais vécu. D'accord. Maintenant, pendant que je racontais, c'était assez drôle pour ceux qui écoutaient. Bon, comme je disais que vraiment, on nous a attrapé la chemise, on nous balançait comme des moutons et tout. Donc, quand je racontais ça dans le reportage, les gens riaient. Et c'est comme ça que Jean-Jacques Zé, à l'époque, directeur de la télé, il dit, mais on a besoin de ce gars à la télé. Parce que j'ai suivi son reportage sur l'affaire des enseignants là. Je crois qu'on a besoin de lui. C'est comme ça qu'il va voir le directeur, l'administration. Il dit, mais on dit non, mais il est à la radio. On dit, mais est-ce que de temps en temps, il peut venir à la télé, il fait des chroniques, il fait. C'est comme ça que, bon, on me permet de temps en temps d'aller faire des reportages là-bas. Je parlais donc de l'idée du grand reportage par rapport à votre question. Ça part donc du péage automatique de Bankomo, où M. Bruno Bidjan estime que c'est trop, il y a trop de problèmes et tu peux en faire un grand. C'est comme ça qu'on décide donc de mettre ça à la fin du journal, puisque c'était 3 minutes pour permettre à ceux qu'on puisse voir si on peut dégager le temps. Et le lendemain, il m'appelle dans son bureau et me dit, j'ai pensé à un truc. Je pense qu'on va créer une rubrique grand reportage dans notre journal. Ouais. Et je veux que tu animes cette rubrique. Je lui dis, ce ne sera pas évident avec mon truc de la radio, ce ne sera pas évident. Mais non, moi je pense que c'est toi qui peux animer cette rubrique. Alors il y a un autre événement qui se passe à une école publique qu'on doit démolir sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Je suis reparti là-bas, j'ai fait le même style de reportage, on a passé ça à la même heure. C'est comme ça qu'on adopte donc définitivement que bon, on va créer une rubrique grand reportage au journal. Bon, on va animer avec d'autres journalistes, mais que je sois l'animateur principal. Ouais. C'est ce qui se passe. Et puis, on a un monsieur qui passe le temps à nous attaquer sur la toile, J-Point, qui nous parle, qui insulte notre patron et tout. Bon, je vais voir le rédacteur en chef, je lui dis, mais il faut quand même qu'on se défende. Ouais. Il me dit, mais comment on va faire? Comment? Je lui dis, moi j'ai une idée. Il me dit, quoi? Je dis, bon, donne-moi un cadreur. Je connais le village du monsieur là. Je veux aller là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé dans son village, j'ai vu des gens, on a interviewé, puis je suis venu faire le reportage. C'était vraiment les membres de sa famille quand même? Oui, c'est des membres de sa famille. Bon, puis je suis allé là-bas, et lundi, c'était un 19 avril, je ne peux pas oublier une telle date parce que ça fait boum partout. Et puis, j'ai fait le reportage, et que beaucoup de gens ont regardé sur Rémi Ngono, et puis ça fait un tollé partout. Et le lendemain, le grand patron qui m'avait jamais appelé, qui m'a appelé, m'a dit, mais qui t'a donné une telle inspiration? Je lui dis, bon, c'est venu comme ça. Il m'a dit, mais non, mais on est là, donc ce gars nous attaque depuis, personne n'a jamais rien fait. Ouais. Après, il me dit, bon, je lui dis que, bon, là, président, c'est compliqué pour moi de travailler en même temps à la radio et à la télévision. Il me dit, non, c'est même ça, c'est pas un problème. À partir de là où tu es placé, là, tu n'es même plus à la radio. Tu pas directement à la télé. Du bruit pour lui. Voilà. Je me suis directement retrouvé à la télévision à partir de ce reportage qui a été abondamment commenté, viral, et puis voilà. Et c'est donc, il y avait déjà l'idée de grand reportage. Donc au début, vraiment, c'était le grand reportage. On allait dans des endroits et tout. Et puis, un jour, j'ai dit au REC que, bon, moi, je suis quelqu'un de taquin. Je suis quelqu'un qui aime vraiment là où ça chauffe. Donc, je pense qu'on doit améliorer le style, le reportage là. On peut mettre d'autres choses. Il faut toujours m'envoyer là où il y a les problèmes. Moi, je n'aime pas les choses là où tout va bien là. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça. Puisque j'avais déjà fait quelques preuves avec Rémi Ngono, il a dit non, il n'y a pas de souci. Si tu as un thème là où il y a... Ouais. J'ai donc commencé à trouver des trucs, j'ai fait des routes, j'ai fait des reportages vraiment dans un style satirique où je faisais vraiment... Bon, ça a commencé à prendre... même dans la maison, c'était pas évident. Même à Vision 4, beaucoup de gens disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est quoi? C'est un anti-système, vraiment... Bon, j'ai failli me décourager parce que quand vous avez des gens à l'intérieur qui disent mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est pas du journalisme, ça. C'est... Bon, après, j'ai dit que non. Le peu que j'ai appris, je sais qu'il y a le style satirique, mais comme on est dans les genres journalistiques, il y a le biais, justement, qui allie la satire et l'humour. Donc, je vais plus me concentrer dans ça. Je vais étudier, je vais davantage accentuer mes connaissances là-dedans. Et je veux me spécialiser parce que je disais que si je vais à la télé,
Parce que j'avais eu des propositions d'aller à la télé, même à l'époque de Francis Bonga, n'est pas fait ici. Mais je disais que si je vais pas faire comme tout le monde. Il faut que j'aille à la télévision et que je puisse me démarquer de quelque chose. Je ne veux pas être le journaliste où tout va bien. Bref, des journalistes des colloques, des journalistes des séminaires, des comptes rendus plats. J'ai dit non, moi, c'est pour ça que avoir une part d'originalité. Oui, je voulais mettre quelque chose d'original, un peu un truc au popoli que je lis beaucoup. Mais le gros challenge ici était de comment je prends le popoli et le transformer dans un style audiovisuel. Parce que vous voyez toute la presse satirique dans le monde, vous verrez que c'est dans la presse écrite. Même le Canard enchaîné, même Charlie Hebdo, c'est plus dans la presse écrite. Donc comment je fais donc pour transcender ça dans l'audiovisuel? C'est sur ça que j'ai travaillé, j'ai commencé. Au début, c'était pas trop ça, mais avec le temps, j'ai insisté. Et je suis content aujourd'hui que les gens ont fini par apprécier et ne s'en lassent plus. Effectivement. Bon, je vais te présenter rapidement cette question qui a été présentée par un auditeur. Est-ce que tu peux te considérer comme étant celui en réalité qui a fait revivre Vision 4? Parce que selon lui, il y avait une sorte de période de latence par rapport à Vision 4, par rapport à certaines émissions de qualité qu'il y avait auparavant, certains chroniqueurs également et journalistes. Et puis, on ne parlait plus trop de cette chaîne. Et puis, toi, avec ton style, est-ce que tu te considères... Non, je ne suis pas seul parce que pour produire un reportage, il y a une école de journalisme ici. Il faut beaucoup de gens qui s'impliquent. Ouais. C'est vrai que c'est un peu comme les gars qui sont derrière la caméra, on ne les voit presque jamais, on ne voit que le présentateur. Un peu comme au football où on ne retient que le nom des buteurs. Ouais. Vraiment, celui qui a dégagé le ballon, là, tout le monde s'en fout. Donc, non, je pense que j'y ai contribué, modestement, avec l'appui de tous les collaborateurs qui ont senti que ce gars, il avait quelque chose en plus. Il a un courage dont lui seul a le secret, parce que c'est surtout ça. Parce que mes collaborateurs ont toujours dit, mais toi, tu es très courageux. Effectivement. Parce que tu t'attaques à des choses où, vraiment, bon. Et puis, il fallait quelque chose comme ça. Et puis, on était à Vision quand on avait des gars qui, comme vous avez dit tout à l'heure, qui avaient des figures et tout, qui présentaient certaines émissions. Et on n'avait pas un truc comme le grand reportage, comme un truc comme ça. Donc, si on était resté dans ce que les autres faisaient, on allait toujours s'identifier à eux. Et ça n'allait pas être évident pour nous de sortir Vision 4 de la tourmente dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Ouais. Donc il a fallu que, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Bruno Bidjan qui a eu l'idée du grand reportage, j'ai parlé de Jean-Jacques Zé, des gens qui ont soutenu le projet. Il fallait proposer autre chose qui n'existait pas avant et on a proposé le grand reportage qui a fini par prendre et aujourd'hui a fait que l'audience de Vision 4 augmente de plus en plus. Et là, tu fais si bien de le dire et c'est même si peu. Bon, il y avait tellement de questions, on va également prendre cette autre question dans l'auditeur. Est-ce que ça t'a pas apporté des problèmes également, peut-être des représailles au regard de ce que tu dénonces, de ce que tu dis également dans tes reportages? Oui, j'ai déjà géré beaucoup de retours, beaucoup. J'ai déjà été séquestré dans des endroits. J'ai eu des menaces de mort, des menaces de prison. Vous savez, quand on fait dans ce genre de choses, on ne peut pas échapper à ça. Quand vous dénoncez certaines choses. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai dit des choses sans les dire. Donc, c'est très compliqué pour les gens de me faire un procès. Quand j'ai, par exemple, réalisé le reportage à l'université de Soie, j'ai signé un engagement là-bas où je ne devais pas parler de l'université. Où on m'avait pratiquement dit que non, tu ne sors pas d'ici si tu dis que tu ne parles pas de l'université et tout. Donc, parce qu'on me menaçait justement de procès au cas où je prononce, ça c'est l'élément qui concerne l'université. Ouais. Bon, donc des choses comme ça. J'ai été retenu pendant 2 jours dans une brousse. Donc j'ai connu des retours, comme on dit au quartier. Ça ne te décourage pas? Non, parce que quand vous voulez marquer l'histoire, quand vous voulez marquer quelque chose, vous vous dites qu'il y a le revers de la médaille dans toute chose. Ouais. Vous vous dites forcément, bon, gars, là où tu es, parce que parfois je suis chez moi, je me dis, mais moi-même je suis entré dans une affaire qui me dépasse. Donc, oui, parce que parfois quand je fais 2 ou 3 jours sans faire un grand reportage, toute la maison est en branle, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a pas... Même le grand patron m'appelle pour me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc, du coup, je suis obligé d'être en forme tous les jours. Je suis obligé de chercher là où il y a les problèmes. Je suis obligé. Donc, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus faire marche arrière. Donc, comme je dis toujours, si ça rame, comme je dis à la rédaction, c'est que c'était mon tour. Luxandra. Alors, Raoul, tout à l'heure, tu as évoqué la satire. Il faut dire que le 20 octobre 2021, sur ta page Facebook, tu as dit:
La satire a toujours été un journalisme à risque. Charlie Hebdo en sait quelque chose. J'ai déjà essuyé toutes sortes d'injures depuis hier, mais on fait avec. On va faire avec. Là, c'était après le reportage sur les benguistes. Voilà. Alors, comment est-ce que tu fais pour surmonter toutes les difficultés, toutes les injures que tu reçois au quotidien? Disons que généralement, ce sont des amis qui me transfèrent les injures. C'est-à-dire que celles qui recopient sur Facebook me les transfèrent. Parce que, justement, j'ai appris à ne pas trop regarder ce que les gens disent. Même si, je dois vous avouer que beaucoup de commentaires m'ont inspiré les reportages. Le reportage sur les gigolos, c'est un commentaire d'un internaute qui me l'a inspiré. Donc, du coup, il y a des gens qui commentent, même s'ils sont virulents. Mais dans leur virulence, je réussis à tirer un sujet qui peut m'intéresser. J'ai eu des reportages comme ça que j'ai fait parce que un internaute a commenté, il a été très dur. Donc du coup, bon, maintenant, des injures, on fait avec, mais on ne peut pas faire l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, il y en a qui insultent. Moi, sur ma page, je ne bloque personne, je ne filtre aucun message, je laisse que tout le monde, d'ailleurs, je ne réponds presque jamais, je laisse que tout le monde dise ce qu'ils veulent, dise ce qu'il veut, et puis, donc, c'est ça en fait, parce que juste après ce reportage, j'ai reçu des tonnes de messages. Des benguistes qui m'ont insulté, me disaient tu n'as même pas de passeport, tu n'as jamais été. Donc, j'ai compris que c'est le style que j'ai choisi. Et comme je disais tout à l'heure, le jour, c'est ton tour, c'est ton tour. Pour le moment, on va dire que Dieu encore, il est toujours. J'espère que ça sera ainsi jusqu'à la fin. Il est amour. Donc, on continue à faire le métier. Comment est-ce que quelque part tu justifies la réaction de ce type de personnes? Est-ce qu'ils sont peut-être ignorants de la déontologie de ton métier, ou alors ce sont juste des personnes qui ne veulent... Non, c'est le problème que j'ai eu. C'est le problème que j'ai eu, même avec des confrères, même avec des collègues. C'est le problème que j'ai eu. Je leur ai dit, vous êtes surpris parce que ce genre de journalisme, vous ne le voyez que à travers la presse écrite. Moi, j'ai pris quelque chose dans la presse écrite, j'ai mis dans l'audiovisuel. C'est pour cela que ça vous scandalise, c'est pour ça que vous estimez que ce n'est pas du journalisme, c'est bien du journalisme. La satire fait partie des styles journalistiques. Le biais est un genre journalistique. Donc, le problème, c'est que personne jusque-là, il y a un confrère de la CATV qui faisait un peu dans le même style. Serge Atangana-Bissot, qui est d'ailleurs un grand frère que j'ai beaucoup écouté d'ailleurs. Mais bon, c'était pas un peu exagéré, comme parfois avec, parce que moi, j'utilise beaucoup d'expressions populaires. Ça aussi, c'est un style que j'ai opté parce que je pense que monsieur tout le monde doit m'écouter. C'est clair. Donc, j'opte pour des expressions populaires, pour des images, pour les métaphores, vraiment. Mais c'est ça, je suis pas... Au début, beaucoup de gens ne comprenaient pas que c'était un style journalistique très risqué et que beaucoup jusque-là n'avaient pas embrassé, en dehors peut-être du Popoli et peut-être quelques grands chroniqueurs comme les Puch Diaoué à l'époque. Mais jusque-là, c'est un style vraiment risqué. Bon, je me suis lancé là-dedans, voilà. Je vois Arsène Zambo qui a écrit beaucoup de choses. Avant de lui passer la parole, je vais également te présenter Valère Boguet, qui est avec nous. Valère, la première fois en fait que tu as vu ou encore écouté un reportage de Raoul, c'était à quel sujet en fait? Alors bonsoir Raoul. Bonsoir. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. Tu as fait un reportage sur le mariage de Colbison. La dame qui avait été récusée sur le statut matrimonial, qui venait de Vorbi, mais qui habitait... Oui, je m'en rappelle. Voilà, on s'est parlé au téléphone parce que j'allais rencontrer la dame. Oui, c'est vrai. Donc on s'est parlé plusieurs fois. Bon, disons que j'ai écouté Raoul avec beaucoup de plaisir. C'est dommage que je dois partir. Sur le fondement, effectivement, il y a la base. Ce qu'il fait peut avoir 3 mérites. Le premier, c'est le style, l'écriture. En marketing, on parle d'écriture émulante. Donc, elle est aguichante. Il réussit même à contextualiser l'écriture. Secondement, il y a la popularisation du contenu. Et enfin, il y a le médium, le message. Sauf que ces éléments de contenu qu'on peut considérer comme des acquis peuvent être dilués par une perception de l'opinion qu'il faudra bien gérer. Et cette perception, c'est comment sortir du divertir pour éduquer et à la limite guérir. Parce que ça, c'est peut-être le piège avec ce qu'il fait et que les gens commencent
à aimer et à consommer comme des bouts de pain. Si finalement les gens ne retiennent toujours que le côté ludique, je pense que lui-même il n'aura pas atteint et n'aura véritablement pas passé le message pour lequel il traite un problème. C'est justement quand il dit que c'est ce qui est problème qui l'intéresse, c'est parce qu'en fait l'objectif de l'écriture c'est de concilier pour qu'il n'y ait plus de problème après. Est-ce que les autres qui reçoivent le reportage comprennent et perçoivent cela ainsi? Je ne suis pas certain que quand on va par exemple sur sa page, ce qui intéresse plus les gens quand vous lisez les commentaires, j'ai fait un tour avant d'arriver, j'attendais ce reportage avant de quitter le pays. Ce sont des choses comme ça. Il faut que, peut-être dans les 30, les 20 dernières secondes, que les gens aient clairement au fond qu'après ce moment d'ambiance, voici le substrat, voici la leçon qu'on puisse retenir. Par exemple, sur Gaël, qui est un reportage qui peut-être a fait beaucoup de remous comme celui de Rémi, je pense que l'idée était claire. D'ailleurs, il a bien parlé du régulateur de la morale publique au Cameroun. Mais est-ce que les gens ont perçu dans ce reportage le message qui était clair qu'il ne faut pas se laisser à des pratiques contre nature? Les gens sont plus restés dans les amusements de galerie. Ce côté, par contre, je pense que peut-être c'est l'élément sur lequel il faudra mettre beaucoup d'emphase. Maintenant, vous savez, c'est Yves Demery qui disait que le journalisme est une question de sensibilité. Chacun le fait avec sa sensibilité. Mais il y a un piège aussi. Et lui-même, il a dit. Vous voyez, même en France, qui est un pays plus ou moins ouvert, très peu ont pris le risque de venir avec ce genre de style sur la télé. Parce que la télévision est un média d'influence et extrêmement sensible. Si la presse écrite explique, la télévision oriente et donne la voix. Et si par conséquent, si le message qui est diffusé en télé est compris de manière inverse, les conséquences sociales peuvent être désastreuses. Donc prendre le risque de le faire en télé, c'est un double risque. Maintenant, on voit bien comment est-ce que les gens le comprennent. Après, je pense que bon, il y a aussi un adage qui dit je suis responsable de ce que je dis mais pas de ce que vous entendez. Bon, est-ce que ce n'est pas de la faute aux autres s'ils perçoivent mal la quintessence de ce qui est produit dans le... Là maintenant, je serai obligé peut-être de te répondre comme spécialiste en marketing. Si les gens perçoivent mal le message que vous êtes en train de diffuser, c'est que vous avez mal diffusé le message. D'ailleurs, pour ceux qui font les ventes de produits, c'est clair, qui conçoivent les messages publicitaires. C'est un principe élémentaire. Maintenant, les bases de rédactionnel ne sont pas les mêmes avec le journalisme. Mais en principe, quand un journaliste diffuse une information, bien passe une information, ou bien épouse un genre journalistique, il a un objectif. Et c'est justement la raison pour laquelle, au quotidien, il identifie les sujets et il travaille à ce que ce qu'il produit aujourd'hui soit meilleur que ce qu'il a fait hier. Donc, c'est parce qu'il a un objectif. D'accord. Donc, et il évalue, je pense qu'il évalue son travail. Forcément, s'il évalue son travail, ça veut dire que c'est... Je vais également laisser le soin à Raoul de dire son mot par rapport à ce que tu as dit, Raoul. Oui, je crois que par là où il a commencé, c'est bien là le problème. C'est un problème général qu'on a au Cameroun. Vous savez, je le disais un jour à un aîné qui n'est plus avec nous, qui allait ailleurs et qui se plaignait un peu d'être que je lui bousille l'audience aux 20h. Je lui disais que, et je sais bien que lui il est un expert en marketing, que nos télévisions ont besoin de vendre. Nous sommes des médias privés. Nous avons besoin de l'audience. Nous avons besoin de vendre des contenus. Je vous ferai remarquer que depuis que le grand reportage est arrivé, d'ailleurs nous avons été saisis par le Conseil national de la communication d'enlever toutes les publicités, les publics reportages, comme ça, au journal. Parce que les gens, ils viennent, ils vous disent, je veux que mon public passe avant le grand reportage. On lui dit, mais ça va vous coûter. Je dis que c'est pas un problème d'argent, je paye. Mais je veux que ça passe. C'est pas déontologique. À un moment, le CNC a dit, non, vous n'allez pas continuer à brigader le journal comme ça et tout. On a été obligé, comme pour dire qu'au-delà même de ça, parce qu'il y a ce côté marketing, où nos télévisions ont besoin de visibilité, ont besoin de vendre leurs produits et autres. Donc on essaie de capitaliser sur ce qui peut faire le buzz. Là aussi, malheureusement, l'environnement nous pousse à agir ainsi, parce qu'il faut bien qu'à un moment, les gens payent les factures, payent les salaires. Lui, c'est que, comment on appelle, la subvention, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est clair. Maintenant, quand vous avez
un message à passer. De tous les sujets que il y a un message clair que tu veux passer. Maintenant, il y a des sujets où on est un peu plus dur. Parce que le sujet choque tellement. Sur Ngana Mood, par exemple, au départ, on ne voulait pas parler de Ngana Mood. Vraiment, je vous le dis. On ne voulait pas parler de ça. Parce qu'on avait fait Bangono. On avait fait Bangono, le monsieur qui était venu avec son époux, le truc là. Ouais. On a fait. Maintenant, les gens ont commencé à dire vous avez été aussi dur avec Bangono, pourquoi est-ce que vous ne ferez pas la même chose avec Gaël? Là, c'est le public qui demande. Non, oui, puisque vous n'allez pas faire du jeu de poids, deux mesures. Tous deux se sont livrés dans des pratiques obscènes, donc il faut dénoncer. Moi, j'étais pas à Yaoundé quand tous ces événements se sont produits. Bon, j'ai même écrit sur ma page comme pour blaguer que, bon, voilà, je viens de voir un truc. Au départ, même à la rédaction, personne n'en parlait. Mais tellement, les gens demandaient que, mais Vision 4, nous, on sait que depuis la nuit des temps, vous êtes contre l'homosexualité. Tout le monde connaît le fameux top 50. Sorti par le journal L'Anecdote. Donc on sait que nous, de façon éditoriale, on est contre l'homosexualité dans la manière la plus barbare possible. Parce que le patron dit que vraiment, quand il s'agit de parler de cette affaire, vraiment, ne prenez pas les gants. Donc du coup, les gens ont commencé à dire que mais est-ce que Vision 4 n'a pas des accointances, comme il y a la CAN, comme elle est l'égérie de la CAN, des enjeux et tout et tout. Et vous voyez ce public dont il parle, il est parfois très égé parce qu'il vous lâche au bout d'un moment, parce que si vous commencez à jouer, à faire des combines. Donc du coup, on voulait vraiment faire passer le message de ne plus jamais ça. De mettre pour toutes ces stars qui ont des vidéos cachées dans les placards, vraiment, faites tout pour ne pas que ça sorte, parce qu'on sait que ça existe. Et ce qu'il disait, le message, il aura toujours, mais maintenant, comme le reportage que j'ai fait hier, sur les dérives en milieu scolaire. Ouais, en parlant du film non précisément. Oui, je vous ferai remarquer que depuis que ma page existe, c'est le reportage qui a fait le plus grand nombre de vues, jusqu'à 7h. Je l'ai publié hier à 21h, et quand je venais là, je crois que j'étais à 312 000 vues. Seulement pour ce reportage sur le truc. Et parce que ça concerne un milieu où il y a beaucoup de gens, c'est l'école. Et tout le monde est censé pour ce qui est de l'école. Quand on parle déjà de l'école, maintenant il faut passer un message. Il y a des mots, comme je disais tout à l'heure, populaires, mais il y a le message qu'il faut passer. Comment on fait pour que l'école arrête d'être aussi déviante, aussi vulgaire, aussi violente? Il faut passer le message en gardant son style. En utilisant les expressions populaires, en gardant son... pour dénoncer. Effectivement. Maintenant, bon, les gens ne perçoivent pas. Il y en a qui perçoivent parce que quand j'ai fait le reportage sur les sous-préfets, moi j'ai reçu des appels des sous-préfets. Les gens qui ont pris mon numéro sur Facebook, qui m'ont appelé, je suis le sous-préfet de Vaudoula. Vraiment, je voulais vous dire merci parce qu'on aurait dit que vous étiez dans ma sous-préfecture. J'ai reçu ce genre de message. Bon, donc le message est passé. Et d'ailleurs, dans mon reportage, je tends sur le ministre de l'AT. Techniquement, tu dis que frère, il faut faire ton boulot. Donc, mais sans aller vraiment au fond, mais je passe techniquement. Donc, il y a des petites ça, c'est peut-être une question que je pourrais poser avant de partir. On va aller très très rapidement. Justement, l'opinion considère Vision 4 comme une chaîne pro-système, à tort ou à raison. Sauf que dans ces traitements d'actualité, on a l'impression qu'il brise un peu la glace et qu'il tape un peu sur le système. Comment est-ce que les gens du système te perçoivent au sein de la rédaction, comme le journaliste qui dérange, qui n'est pas aligné? Disons qu'au début, au début, j'étais d'abord tancé de tribaliste. Vous voyez? Et un jour, j'ai fait ma sortie sur ma page pour dire que si je suis tribaliste, je ne peux pas faire le reportage sur Rémi Ngono. Je ne peux pas faire le reportage sur Valsero. Donc, je ne peux pas être tribaliste en parlant de je ne peux pas être tribaliste en dénonçant ceci. Donc, au début, c'était ça. Maintenant, justement, la question que vous posez, c'est... oui, en fait, on m'appelle comme l'anticonformiste. C'est lui. Et ça arrange le patron, en fait, d'avoir quelqu'un où on sent, bon, le maîtrise pas assez, il est un peu électro-libre, parce que, bon, le média a aussi besoin d'un peu de rigueur dans le traitement de l'information, d'un peu de neutralité, même si on a notre ligne éditoriale qui est connue. C'est clair. Parce que ça aussi, les gens le font le poids. C'est à tort. Chacun est libre d'avoir sa ligne éditoriale. Je peux décider de chanter les louanges du stade tous les jours. C'est ma ligne éditoriale. Donc, du coup, on veut quand même garder... parce que nous, on est de l'extrême droite. Nous, on est un média de l'extrême droite. Donc, du coup, quand on traite une actualité on va vraiment dans l'exagération, comme les gens disent souvent. Ça, c'est la ligne éditoriale Vision 4 depuis des années. Maintenant, ça ne passe pas toujours auprès des gens. Mais on ne peut pas reculer. Maintenant, bon, ça arrange les auditeurs que je sois un peu dans un registre où
je peux traiter des problèmes de la société. Et quand j'ai fait le reportage sur le Covid Gate, je vous assure que j'ai fait 2 jours sans sortir. J'étais très dur sur le Covid Gate. Et puis on m'a appelé, m'a dit non, il faut baisser le rythme. C'est ça. Donc, du coup, ça ne passe pas toujours, mais on va dire que faut pas qu'à la fin on dise que bon, Vision 4 voit mais ne parle pas. Je pense que comme on a toujours dit, on soutient les institutions de la République et ceux qui les incarnent pour le moment. Donc, mais sans toutefois accepter tout, parce que c'est notre Cameroun à tous. On a des enfants, on a des frères qui ont besoin d'être dans un Cameroun meilleur. Quand vous êtes en Col-Bisson, quand je suis allé faire le reportage en Col-Bisson, quand vous êtes dans une route comme celle d'un Col-Bisson, j'y reviens. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on est vraiment dans l'antisystème. C'est comme ça qu'on m'appelle d'ailleurs, comme ça chez nous, l'homme qui a décidé de ne pas s'aligner forcément derrière la ligne éditoriale. Il reste 5 minutes avant de terminer dans cette partie. Je vais prendre 2-3 messages avant de passer la parole à Arsène Zambo. Il y a ce message d'une auditrice qui a dit j'aime énormément ce que Raoul fait, j'aimerais savoir s'il est célibataire. Raoul, est-ce que tu es célibataire? Non. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé cette question quand même. Toi, tu devrais pas te marier, tu fais un métier à risque. J'ai dit, mais les militaires se marient, ils font un métier à risque. Également, ouais. Donc, non. Disons que je ne suis pas célibataire. Bon, célibataire, nous sommes en Afrique. Ouais. Bon, je ne suis pas marié à l'église déjà ou à la mairie, mais nous sommes en Afrique. Donc, j'ai quelqu'un dans ma vie. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui me menace ce jour de me mettre en prison également. Donc du coup, je suis obligé de faire gaffe. C'est clair. On va également prendre ce message. Alors Raoul, quel serait ton avis si tu te rends compte que d'autres journalistes en fait volent ton style? J'aurais la fierté de quelqu'un qui a osé quelque chose dans un contexte compliqué. Ouais. Dans un contexte sensible comme le nôtre. Vous savez, le jour où on m'a donné le reportage sur John Goutier à Bamenda, tout le monde a commencé à pleurer pour moi à la rédaction. Je disais, mais est-ce que ce gars va se dénaturer? Parce que c'était un sujet très sensible, dont tout le monde se disait, comment il va faire? Mais je suis resté dans mon style. J'ai parlé mais en donnant l'information, en restant dans mon style, et le matin, tout le monde disait à la conférence de rédaction que bon, mais ce gars... Tu es un peu intelligent. Parce que on a eu peur pour toi. Donc, si d'autres personnes faisaient comme moi, je pense que davantage, on nous taxerait de journalistes du Gombo, de journalistes de ceci. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas qu'on étiquette les journalistes dans ce registre-là, que nous sommes des journalistes de vente quand on donne l'argent. Moi, je suis allé couvrir l'événement. Je suis allé au ministère, pas au ministère, au lycée bilingue de Mendong. Là-bas. Mais quand je rentrais, on m'a appelé pour me payer le taxi. Mais j'étais très dur avec eux. Non, mais si tu me donnes ton argent, je vais davantage être dur avec toi. Parce que, bon, si quelqu'un te décide de te payer le taxi, tu ne refuses pas. Mais je suis venu pour faire le travail. C'est clair. C'est ça l'objectif, en fait. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un d'autre venait à se lancer dans cela, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Moi-même, là où je suis, j'ai pris chez quelqu'un. Ouais. J'essaie juste d'apporter ma touche. Les autres prendront et c'est le Cameroun qui gagne. Tout à l'heure, mesdames, messieurs, la devinette musicale. Mais avant cela, Arsène, une question également, forcément, je t'ai vu noter. Alors, pas une question, peut-être des observations, un partage d'impressions. Alors, le premier, c'est en écoutant Raoul depuis plus d'une trentaine de minutes, il m'a replongé dans un vieux débat entre la loi de 90 et puis plus précisément la loi de 2002 qui revient sur certains critères de définition du journaliste et les modalités d'attribution de la carte de presse. Oui. Ça m'a rappelé un vieux débat lorsque nous étions encore en télévision où justement on essayait de savoir qui avait la casquette de journaliste ou qui pouvait être journaliste ou pas. C'est ce débat qui d'ailleurs continue dans le corps aujourd'hui entre ceux qui sortent des écoles et ceux qui sont parfois plus professionnels sur le terrain sans être passés à l'école. C'est un parfait construit. Je dirais que c'est un succès dans le débat, une belle illustration. Le deuxième point, c'est que dans le style, Raoul se range un peu dans... Il me rappelle un peu les socialistes. C'est-à-dire que les gens qui par leur position savent effectivement que la foule va réagir. Ils sont habitués au mouvement de la foule. Et c'est ce mouvement-là qui les motive, parce qu'ils ne craignent pas la foule. Et dans ce style journalistique, par
la qualité ou alors la cible des informations qu'il traite. Il est dans cet entremêlage de plusieurs cibles, on s'y retrouve. Je ne vais pas revenir sur le débat de la portée du contenu, où certains seraient plus captivés par le côté humoristique que par le contenu du message, mais je dirais que ça passe bien. Et enfin, pour essayer de propulser un peu ce style de journalisme sur la scène médiatique camerounaise, je dirais que, comme on dit de l'homme politique, il pense à la carrière et l'homme d'État pense à l'histoire, peut-être avec la nouvelle approche journalistique que Raoul propose, il s'agit de penser au journaliste d'État aujourd'hui, qui est focalisé sur l'histoire. Écrire une histoire différente du journalisme aujourd'hui. Ouais. Mais encore, il faudra répondre à deux contraintes du temps. Un, il faut pouvoir demeurer sur la scène médiatique. Et de deux, penser peut-être à une reconversion. Ça n'a pas été évoqué. On ne souhaite pas un départ de Vision 4, loin de là, il y a toute une carrière à faire d'ailleurs. Mais après, s'il fallait parler d'un après Vision 4 dans ce style, m'en sortirais-je en tant que journaliste d'État aujourd'hui qui pense à écrire une nouvelle page de l'histoire du journalisme américain. En fait, ce sont juste des observations. J'ai répondu à cette question à l'internaute dernièrement, où je lui disais, moi j'ai pratiquement les 8 ans que j'ai d'abord passé dans l'anonymat. Je n'ai fait que du journalisme classique. Vraiment, chose vue, entendue, sans reportage, sans mettre des éléments de commentaire. Et je suis allé, vraiment, je n'ai fait que ça. Que ça. Donc, ça ne me dérangerait pas aujourd'hui, si j'allais travailler par exemple à la CRTV, d'être un journaliste, comme vous dites, avec la ligne éditoriale. Si je m'en vais travailler à France 24, avec la ligne éditoriale. Donc, le tout, c'est d'avoir cette capacité de s'adapter partout. Lorsque vous êtes sollicité dans un média, vous regardez la ligne éditoriale. Si ça ne cadre pas avec vos convictions, vous partez. Maintenant, c'est la capacité à s'adapter. Je pense que pour avoir quand même fait dans du classique que tout le monde peut faire, vraiment, voilà, je l'ai fait, je peux le faire, je le fais. Quand besoin se fait sentir. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.